Bonsoir, élèves deuxième bac, toute filière. Dès maintenant, je travaillerai avec vous des sujets d'examen qui ont été proposés au cours des années précédentes. Je commence par le premier sujet, c'est un examen baccalauréat 2012 et bien sûr, les sujets que je vais vous proposer, je les adapté bien sûr au cadre référentiel 2024. On va commencer par le premier sujet, c'est un sujet d'examen qui a été proposé en 2012. Je vous laisse en description le sujet de l'exercice pour que vous pourriez faire cet examen avant de voir la solution. La première question, on vous demande de préciser le sens de l'évolution des systèmes constituant la pile. On vous donne bien sûr l'équation de la réaction qui se déroule au sein de la pile et en même temps la constante d'équilibre associée à cette équation. Ça veut dire que cette constante d'équilibre est associée à la réaction qui se déroule dans le sens direct. Donc pour répondre, on doit calculer le quotient de réaction initiale et le comparer avec la constante d'équilibre. Le quotient de réaction initiale, RI, associé à cette équation dont bien sûr le sens 1, alors on considère que Zn de plus c'est le produit, donc égal à la concentration des ions Zn de plus divisé par la concentration des ions Ci de plus. Alors donc tout calcul fait, on trouve que QRI égale à 1 et en la comparant avec K, bien sûr, elle est négligeable devant K, ok? Donc, et puisque QRI est inférieur à la constante d'équilibre, donc le système évolue dans le sens direct. La deuxième question, représenter le schéma conventionnel de la pile. Alors le schéma conventionnel de la pile, je dois représenter les électrodes et les aspects chimiques intervenant dans le fonctionnement de la pile ainsi que le pont électrolytique. Et puisqu'on a les deux couples mis en jeu sont constitués de deux réducteurs qui sont des métaux, donc ces réducteurs vont jouer le rôle des électrodes. Alors ici on a l'électrode de zinc solide, là on a l'oxydant conjugué associé à ce réducteur qui est Zn de plus AQ, le pont électrolytique, et puis le cuivre de plus AQ et l'électrode Cu. Et ici, donc, je dois préciser la polarité de la pile. Alors, donc, d'après le sens de l'évolution de ces systèmes, alors bien sûr que les électrons vont être libérés par le zinc et captés par les ions Zn de plus. Donc le zinc va jouer le rôle de l'électrode négative, tandis que le cuivre va jouer le rôle de l'électrode positive. La troisième question, au cours du fonctionnement de la pile, le circuit est traversé par un courant d'intensité I égale à 75 mA qu'on considère constant durant le fonctionnement de la pile, et on vous demande d'exprimer la durée maximale du fonctionnement de la pile en fonction de la concentration initiale des ions Ci de plus, du volume de l'une des solutions, parce que les deux solutions ont le même volume qui est 200 millilitres, Faraday et l'intensité du courant électrique. Donc pour répondre à cette question, je vais considérer tout d'abord qui est l'aspect chimique qui intervient ou bien qui agit sur delta T max. Eh bien, il y a deux aspects chimiques, ça veut dire les aspects chimiques qui se concentrent. Et au cours du fonctionnement de la pile, d'après le sens de l'évolution du système, on a les deux espèces qui se concentrent, Ci de plus et Zn solide. Alors pour l'électrode de zinc, on n'a pas de précision sur sa masse. Ça veut dire que Zn solide est en excès. Alors donc, les ions Ci de plus, c'est leur concentration qui va déterminer delta T max. Okay? Donc là, on va considérer la demi-équation de réduction des ions Ci de plus. Alors là, j'ai mis un seul sens parce que dans ce cas-là, il y a
ça veut dire que les ions, ou bien le métal de cuivre ne peut pas réagir pour se transformer en Cu2+, en présence bien sûr de ce couple-là, Zn solide et Zn2+. On peut avoir l'évolution de ce système dans le sens indirect si on a d'autres couples tels que Hg+ et Hg. Alors là, je vais donc faire le tableau descriptif de cette transformation. À l'état initial, donc, on a une concentration ou bien une quantité de matière des ions Ci2+ que je vais noter N initial, ok. Alors donc, pour la quantité de matière des électrons, on va supposer que ces ions Ci2+ ont fixé instantanément la quantité de matière des électrons libérés par les ions Zn2+. Donc là, je vais écrire N1-, et ici, on a donc N, par exemple, je vais noter tout simplement N parce qu'on ne s'intéresse pas de la quantité de matière de cuivre, puisque le cuivre, sa quantité de matière augmente au cours du temps, du fait du dépôt du cuivre qui résulte de la réduction des ions Ci2+. Alors donc ici, à T initial, à T final, donc la quantité de matière des ions Ci2+ restante, c'est Ni moins X final, ok, l'avancement final. Alors la quantité de matière des électrons restantes sera nulle, donc ça veut dire que N moins 2x final, donc cette quantité de matière sera nulle. Et puis on a ici N donc plus x final. Bon, la démarche qu'on va suivre, on va tout d'abord exprimer le temps. Delta T, ça veut dire T final moins Ti en fonction de la quantité de matière de Ci2+, la quantité de matière des électrons, dans un premier temps, et bien sûr en fonction de l'intensité de courant électrique. Et puis, donc, on va considérer que à T final, on a la disparition totale des ions Ci2+, et à partir de cette observation, ou bien cette remarque, on va déterminer delta T max. Donc, on a à T final, la variation de la quantité de matière des ions Ci2+, donc c'est Ni moins X final moins Ni, ça va donner moins X final. Et pour trouver donc une valeur positive, je vais mettre entre la valeur absolue de delta N sur U de plus égale à X final. Et je vais exprimer X final à partir du fait que la quantité de matière des électrons à T final sera nulle, ok. Ça veut dire que la quantité de matière des électrons moins 2x final égale à 0. Donc la quantité de matière des électrons moins, ça veut dire la quantité de matière des électrons libérée par Zn, par l'électrode de zinc, Zn, pendant delta T qui est égal à T final moins T initial. Donc N moins 2x final égale à 0. Et là, j'exprime x final, donc en fonction de la quantité de matière des électrons. Voilà, donc Ne sur 2. Et puis, donc, d'autre part, on sait que la quantité de matière des électrons égale à la quantité d'électricité qui a traversé le circuit divisé par 1 Faraday. Alors, on a la quantité de matière des électrons, donc égale à la quantité d'électricité qui a traversé le circuit pendant delta T divisé par 1 Faraday. Et on sait bien que la quantité d'électricité n'est autre que l'intensité du courant électrique fois, bien sûr, delta T. Donc, EQ égale à I delta T. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière des électrons, donc, égale à I delta T divisé par F. D'où
la valeur absolue de la variation de la quantité de matière des ions Ci2+, sera égale à, voilà, I delta T divisé par F. Donc là, voilà, alors ici, divisé par 2, bien sûr, parce que x final égale à N moins divisé par 2. Donc je dois ici diviser par 2. Lorsque delta T sera égal à delta T max, ça veut dire que la variation de la quantité de matière, ou bien la valeur absolue de la variation de la quantité de matière des ions Ci2+, sera égale à la quantité de matière initiale, ok, de Ci2+, dans la solution. Exprimons donc delta T. Alors delta T sera égal à la valeur absolue de la quantité de matière des ions Ci2+, fois 2F divisé par I. Donc égal à delta N Ci2+, fois 2F divisé par l'intensité du courant électrique. Alors voilà l'expression du temps du fonctionnement de la pile en fonction de la variation des ions, de la quantité de matière des ions Ci2+. Bon, lorsque delta T sera maximal, ça veut dire delta T égale à T max, il y a un instant où la pile sera usée. À ce moment-là, delta N Ci2+ sera égal à la quantité de matière initiale des ions Ci2+. Ni initiale des ions Ci2+. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ions Ci2+ seront toutes consommées. Ok. Et là, donc, j'exprime la quantité de matière initiale des ions Ci2+ en fonction de la concentration initiale des ions Ci2+, qu'on a aux données, qui est égale à la concentration de la solution du sulfate de cuivre, et le volume, donc, sera égal à la concentration des ions Ci2+ initiale fois le volume. Ok? Et du coup, donc ainsi, ou bien d'où, delta T max sera égal à 2 fois la quantité de la concentration des ions Ci2+ initiale fois le volume, donc fois 1 Faraday divisé par I. Application numérique, donc delta T max égale la première question, donc par application des lois de conservation, on doit déterminer X et Y. Alors évidemment, les lois de conservation sont deux lois, la conservation de la charge électrique et la conservation du nombre de nucléons. À savoir, donc on a comme première équation, alors on a donc 238 sera égal à 206 plus donc X fois 0 c'est 0, plus 4Y. Et de là, donc, on va déterminer Y. Donc, implique que Y sera égal à 238 moins 206 divisé par 4. Donc, Y égale 8. Et la deuxième loi de conservation, qui concerne la conservation de la charge électrique, alors ici, on a 92 qui sera égal à 82, alors donc moins X plus 2Y. Donc remplaçant Y par 8, ça va donner 92 égale à 82 moins X plus 16. Donc X sera égal à 6. C'est la question 1,1 et la question 1,2. Alors on doit calculer l'énergie de liaison par nucléon pour le noyau de l'uranium 238 et on compare la stabilité de ce noyau avec le noyau du plomb 206. Donc, pour calculer l'énergie de liaison par nucléon, on sait bien que l'énergie de liaison par nucléon, E, égale
à l'énergie de liaison du noyau de l'uranium 238 divisé par A, le nombre de masses. Et par définition, l'énergie de liaison, c'est l'énergie minimale qu'on doit fournir à un noyau immobile pour le destituer ou bien le dissocier en ces nucléons qui sont à leur tour immobiles. Ça veut dire que L donc égale à l'énergie de masse ou bien la somme des énergies de masse des nucléons qui forment ce noyau, à savoir, donc on a A, donc le nombre de nucléons, le nombre de neutrons c'est 238 moins 92, ça veut dire A moins Z fois la masse du neutron plus Z fois la masse du proton moins la masse du noyau fois C au carré. C'est la définition générale de l'énergie de liaison. Donc l'énergie de liaison du noyau U238 sera égale donc à moins Z, alors 238 moins 92, ça va donner 6, donc 3, 8 moins 2, c'est 6, 13 moins 9, c'est 4, et 2 moins 1, donc c'est 1. 146 fois la masse du neutron, alors plus 92 fois la masse du proton, donc moins la masse du noyau, alors U 238, le tout fois C au carré. Bon, pour l'application numérique, les masses sont données en unités de masse atomique, donc je garde cette unité et je fais ce calcul-là, puis je multiplie par l'équivalent d'une unité de masse atomique en énergie et je trouve mon résultat, EL, donc U238 égale, finalement, donc E sera égal à EL U238 divisé par 1 qui est égal à 238. Et on trouve la valeur de cette énergie. Donc, la deuxième partie de la question, on doit comparer la stabilité de ce noyau-là avec le noyau de plomb. Et aux données, on a l'énergie de liaison par nucléon du plomb. En comparant, on trouve que l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium U238 est inférieure à l'énergie de liaison du plomb 206. Et on sait bien que plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable. Ça prouve que le noyau PB206 est plus stable que le noyau U238. Alors c'est pour cela que ce noyau-là se désintègre jusqu'à donner le descendant qui est PB206. La dernière question concerne la datation d'une roche. À t égale à 0, une roche contient uniquement de l'uranium 238, ça veut dire un certain nombre de noyaux U238. Et à l'instant t, ça veut dire l'instant de la datation, on a mesuré la masse de l'uranium U238 et on a trouvé des grammes, tandis que la masse de plomb, c'est 10 à la puissance moins 2 grammes. En supposant que la totalité des noyaux de plomb 206 proviennent uniquement de la désintégration des noyaux d'uranium 238. Et on vous demande de montrer que T égale à T1,5 divisé par logarithme de 2. T1,5 c'est la demi-vie de noyau U238 fois le logarithme népérien de 1 plus la masse du plomb présent à la roche à l'instant T fois la masse molaire de l'uranium 238 divisé par la masse de l'uranium présent dans la roche à l'instant T fois la masse du plomb 206, la masse molaire bien sûr. Donc pour commencer, je dois écrire la loi de décroissance radioactive associée au nombre de noyaux de l'uranium. Donc, à T, le nombre de noyaux de l'uranium 238 présent dans la roche, N de T égale à N0 exponentielle moins lambda
fois T. On a T 1 demi égale à logarithme népérien de 2 divisé par lambda. Ça veut dire que lambda égale à logarithme népérien de 2 divisé par T. Il est facile de montrer cette relation. Alors, on considère que à T 1 demi, on a n, ça veut dire les noyaux qui sont présents dans l'échantillon à T 1 demi, égale à n0 sur 2. Et on exprime T1 demi en fonction de N0 et T1 demi, on trouve que N0 exponentielle moins lambda T1 demi égale à N0 sur 2. Donc je simplifie par N0 et j'applique le logarithme et je trouve que moins lambda T1 demi égale à moins logarithme des 2. Et du coup, donc on trouve que T1 demi égale à logarithme de 2 divisé par lambda. Donc c'est simple de montrer cette relation. Donc ainsi, n de t sera égal à n0 exponentielle moins logarithme népérien de 2 divisé par t1 demi fois t. Donc on doit, alors que représente N0? N0 représente le nombre de noyaux qui ont été présents dans la roche à l'instant t égale à 0. Et on a supposé que la totalité des noyaux, ou bien tous les noyaux du plomb présents dans la roche à l'instant t, provient de la désintégration des noyaux de l'uranium. Ça veut dire que N0, ça veut dire le nombre de noyaux présents dans l'uranium présent dans l'échantillon à T égale à 0. Donc, elle est égale au nombre de noyaux restants de l'uranium I-238 plus le nombre de noyaux de Pb-206 présents à l'instant T dans l'échantillon. Donc N0 égale à N de T plus le nombre de noyaux présents à l'instant T du plomb. Donc ici, je réécris cette relation en exprimant, en remplaçant N0 par cette expression. Et je trouve. Alors on a les masses et les masses molaires, donc j'exprime ces nombres en fonction des masses et des masses molaires et la constante d'Avogadro. Donc on a N de T sera égal à M présent à l'instant T de l'uranium divisé par la masse molaire de l'uranium, bien sûr ici 238, fois la constante d'Avogadro, Na. Et même chose, donc N et NPB à l'instant T sera égal à la masse du plomb à l'instant T divisé par la masse molaire du plomb fois la constante d'Avogadro. Réécrivons cette relation, mais en exprimant ces nombres en fonction de ces expressions. Bon, je simplifie par la constante d'Avogadro, ok, donc voilà, on simplifie par l'Avogadro, et j'applique le logarithme népérien. En appliquant le logarithme népérien, ou bien tout d'abord, je vais simplifier par cette valeur-là, MU de T divisé par le nombre de plombs à l'instant T. Ici, pardon, c'est la masse molaire du plomb. Ok? Donc, ça va donner, ici, il reste 1, et là, donc, on va trouver que MPB de T multiplié par la masse molaire du plomb, ok? Ici, ici, c'est la masse molaire de l'uranium, ok? La masse molaire de l'uranium parce qu'il s'agit du nombre de noyaux de l'uranium. Et on trouve, alors donc, ici 1 égale à 1 plus
Ok, donc la masse du plomb, ok, multipliée par la masse molaire de l'uranium, à l'instant T bien sûr, ici à l'instant T, divisé par la masse molaire du plomb, ok, multipliée par la masse de l'uranium à l'instant T. Donc masse U de T fois la masse molaire du plomb. Ici, pardon, ici c'est masse molaire de l'uranium. Et là, c'est la masse molaire du plomb. Ok. Donc exponentielle moins logarithme de 2 T sur T1 demi. Donc je ramène ce terme-là, ok. Ça veut dire je divise par exponentielle moins, ainsi de suite, et ça va donner exponentielle, donc logarithme népérien de 2 fois t divisé par t1 demi, qui est égal à 1 plus, donc la masse du plomb, mu, divisé par la masse de l'uranium, bien sûr, à l'instant t, fois mpb. Et là, donc, j'applique le logarithme népérien et je trouve, donc, logarithme népérien de 2 fois t divisé par t1 demi égale à logarithme népérien de ce terme, ou bien de ce membre-là. Okay. Et finalement, t égale à t1 demi fois logarithme népérien de cette valeur, ça veut dire 1 plus mpb fois mu divisé par mu fois la masse molaire du plomb divisé par logarithme de 2. Et puis, alors 2, application numérique, donc on trouve t égal. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.